relancer son business à l'issue de cette période de confinement et de crise sanitaire, qui est pas un petit sujet, qui est un sujet qui est très large, hein, qui veut dire beaucoup de choses et qui inclut beaucoup de choses. On va essayer de voir, focaliser sur un certain nombre de points et surtout on va avoir une approche qui sera répartie entre une approche globale du marché et des cas concrets d'expérience. Alors, je me présente, je suis René Louis Ada, président de la société Upperlink. On est Cloud Solution Provider Microsoft. On travaille sur la transformation digitale des entreprises et on a développé une expertise sur tout ce qui est solutions de productivité pour les têtes de pont des commerces organisés. Et c'est dans ce cadre-là que l'IREF m'a demandé d'animer cette e-rencontre, comme les précédentes. Alors, sera présent à cette e-rencontre, bien sûr, Michel Kahn, président de l'IREF et auteur du livre Franchise et Partenariat. Bonjour Michel. Bonjour René-Louis. Accompagné de Valérie Ségrétin, Philippe Sens et Philippe Rincel, qui sont respectivement présidents des commissions Relations, Satisfaction Client, Transformation Digitale et experts en développement de réseau au sein de l'IREF. Bonjour à chacun. Bonjour. On a présent aussi François Schutz, qui est responsable du pôle franchise de la BNP, qui est un des grands partenaires donc, de l'IREF. Et nous accueillons à cette rencontre donc Jean-François Gomez en charge du développement du marché retail consumer chez Microsoft. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François, le micro. Bonjour Jean-François. Est-ce que c'est voilà. bon maintenant? C'est bon, ouais, tout à fait. Super, ouais. ça y est, ça marche mieux. Voilà, Christopher Jones, donc président de Sushi Shop du groupe Amrest. Bonjour Christopher. Ludovic Bonnet, donc directeur du marketing et communication de Big Map. Bonjour Ludovic. Alors, cette e-rencontre que vont... Alors, pensez à remettre les micros hein, quand je vous sollicite, c'est une petite manipulation. Me revoilà. Voilà. Et alors, cette rencontre-là se veut décontractée comme les précédentes. On est dans l'échange, on partage des idées, des réflexions, des embryons d'idées, des projections. L'idée, c'est on fait les choses sans prétention, hein, libre, très librement. Il y a des choses qui peuvent marcher, pas marcher. Voilà. Et puis, vous pouvez intervenir, poser des questions, partager vos propres expériences. Là, je m'adresse à tous les participants. Vous pouvez le faire soit sur le chat. Vous avez dû recevoir un papier en amont qui vous explique comment accéder au chat, soit en levant la main. Vous avez dans la petite barre du milieu, vous levez la main et je vous donnerai la main à ce niveau-là. Ou alors, vous activez votre micro et vous intervenez de manière à... Voilà. Alors, des fois, il y a des micros qui s'activent et puis, donc, du coup, on est un peu interrompu, oui. Mais ce n'est pas grave. Hein, c'est les règles des saisies rencontres. Hein. Alors, merci à l'IREF et merci à Michel Kahn de nous permettre de nous réunir à cette troisième rencontre. Michel Kahn, président de l'IREF, nous connaissons tous l'IREF. Est-ce que tu peux dire un petit mot d'introduction, comme à notre habitude ? Eh bien, merci René-Louis d'abord d'avoir accepté d'animer cette troisième rencontre et toutes celles qui vont suivre, parce que je ne saurais à qui demander d'autres qui le ferait mieux que toi, René-Louis. Bravo. Et je voudrais souligner, puisqu'on parle de toi, ton arrivée au collège des experts de l'IREF et nous en sommes très fiers. Merci. Alors l'IREF est très connu, je dirais, surtout pour son concours meilleur franchisé et partenaire de France. Qui organise depuis maintenant 33 éditions cette mise en lumière des enseignes, des réseaux, dans le cadre de la ligne de l'IREF qui regroupe en fait toutes les formes de commerce organisé indépendant. Et c'est ce qui en fait la richesse justement de partager des points de vue, des philosophies, des typologies économiques, juridiques, managériales, de différentes formes de réseaux qui n'ont pas les mêmes cultures, que ce soit des coopératives, des franchises, des partenariats, des licences de marque, de la commission affiliation. Et l'un s'enrichit de l'autre et cette fertilisation croisée nous fait avancer beaucoup plus vite, tous ensemble, et ces e-rencontres en sont un beau témoignage. Voilà, l'IREF accueille aussi
Romain Cole qui vient d'arriver. C'est la société Smart Push Push, qui est un nouveau membre de l'IREF en qualité de start-up. Et Christopher Jones, que j'accueille aussi avec un grand plaisir, qui est maintenant membre de l'IREF, tout récent, et qui nous honore de sa présence et de ses 2400 points de vente, je crois, au groupe à Brest. Voilà. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Voilà. Je salue évidemment Jean-François Gomez, qui est également partenaire de l'IREF avec Microsoft. Et je suis très heureux de rencontrer pour la première fois Ludovic Bonnet, BigMat. C'est une très belle enseigne à qui nous ouvrons bien sûr les portes grandes ouvertes. Et à Valérie, Philippe, les deux Philippe d'ailleurs, et au domaine qui monte avec Vincent. Tout le monde présent, si je peux me permettre, parce que et tous les présents. Bienvenue à tout le monde, tous les présents. Et tous les présents, mais j'ai toute la liste en tête. Non, voilà, super. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Il tient effectivement, et c'est normal dans ta démarche. Allez, Jean-François Gomez, donc de Microsoft, en charge du développement retail et consumer. Donc, tu es un expert du commerce de détail et de la consommation. Tu as écrit plusieurs articles passionnants sur ce sujet. Et ton credo est de dire, en fait, il vaut mieux vendre, en fait, ce qui est d'autant plus fort dans cette sortie de crise. L'objectif, c'est comment on vend mieux là maintenant, plus que jamais. Il faut savoir qui on est. Et j'avoue que ton approche et tes écrits m'ont interpellé, et notamment je me souviens d'un des articles où tu dis showroom, commerce, magasin ou galerie marchande, il va falloir choisir. Alors, au départ, je me suis posé la question parce que je ne voyais pas bien la différence entre tout ça. Je te laisse prendre la parole et nous expliquer comment tu segmentes le marché pour savoir qui on est et donc du coup quelles actions prendre associées à ça. D'accord. Donc voilà, moi je suis pas un expert du retail. Je côtoie énormément de retailers, je suis passionné par le sujet, mais je suis d'abord un expert de technologie. Et donc en fait, la vue que je vous propose, c'est quand même une vue d'un fournisseur d'infrastructures technologie. Microsoft est un fournisseur d'infrastructures et on sent bien qu'aujourd'hui, dans cette crise, une grande partie de la reconstruction, de la construction va se faire sur le digital. Donc c'est dans ce sens en fait où aujourd'hui, je vais vous partager une certaine idée, retour terrain, pour que justement, ensemble, on crée ce monde de demain. Notre vision, en fait, chez Microsoft, c'est qu'on est en train de quitter une société linéaire. Une société linéaire, hiérarchisée, où la performance venait de la planification et de l'exécution. On rentre dans un monde du graphe, et ça doit bien vous parler aux organisations en réseau. On pense que le futur est aux organisations des réseaux, et la performance viendra de la capacité de créer les bonnes opportunités, de capturer les bonnes opportunités. Donc, on change de ce monde linéaire, planifié, à un monde de graphes et de réseaux. Et dans un monde de réseau, en fait, il y a quelque chose qui est juste fondamental, c'est de savoir qui l'on est. Et ce savoir qui l'on est aujourd'hui, quand on doit investir dans la technologie, mais globalement, quand on doit donner également des directions à ses collaborateurs ou à ses clients, c'est fondamental. Alors, je vais m'arrêter sur ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose que nous, on pousse depuis longtemps chez Microsoft, c'est qu'on pense que nous devons tous à la fois augmenter notre prévisibilité et à la fois augmenter notre agilité. Donc, ça peut sembler contradictoire, mais plus que jamais aujourd'hui, on doit être en mesure d'être plus prévisible que jamais. Et on nous le demande, les clients nous le demandent, nos partenaires nous le demandent, l'État nous le demande. Et en même temps, on doit être très agile, de plus en plus agile. Et la manière de résoudre ce problème-là, c'est d'abord de savoir quels sont nos invariants, quels sont nos fondamentaux. C'est beaucoup plus facile d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire versus qu'est-ce qui est un invariant. Et donc, aujourd'hui, quand on doit investir dans la technologie, eh bien, c'est les premières questions qu'on pose. C'est quel est le cœur de votre entreprise. Mais le cœur de votre entreprise, en fait, ça va être souvent lié à sa mission. Quelle est sa mission? Et on va voir que si c'est un élément qui est fondamental pour l'IT, et c'est la première question que je pose, c'est également fondamental pour les équipes et pour l'environnement, l'organisation. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus fractionné. Philippe Moati, on en a parlé encore l'autre fois. Essayer de vendre, ça coûte beaucoup trop cher. Ce qu'il faut, c'est que le client, il achète. Et il va acheter s'il perçoit que la valeur qu'on va pouvoir lui apporter va pouvoir, pour lui apporter quelque chose. Et aujourd'hui, avec cette crise, on est vraiment sur l'acronyme MMS. Je pense que Philippe en a parlé aussi la dernière fois. Moins, mieux et avec du sens.
Donc, je vais choisir plus que jamais dans quelle relation je vais investir. Et donc, ces notions de relation, on est encore là sur cette notion de graphe et de réseau. Et donc, en fait, quand on est parti de ce point de vue-là, dans cette démarche, je dirais, d'informaticien, comment on peut décrire une entreprise, en fait? Donc, l'entreprise, elle se décrit souvent, son business model, par rapport à ses clients. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a 4 types de clients, en fait. Il y a les clients qui sont fans d'une marque. Donc, ils vont aller sur une marque pour les produits. Il y a les clients qui savent ce qu'ils veulent, mais ils veulent juste que ça aille très très vite et que ça soit le plus simple possible. Je veux du lait, je veux une bière, je veux juste que ça soit le plus rapide possible. Il y a des clients qui se posent des questions et cherchent une solution, être reconfortés dans leur choix. Et il y a des clients qui veulent vivre une expérience pour découvrir des marques qu'ils ne connaissaient pas. Ben là, en fait, on a décrit en fait 4 activités qui n'ont rien à voir. Il y a une activité de fabricant. Donc, on peut citer des grandes marques, typiquement des L'Oréal, etc., des Panzani ou autres, qui vont fabriquer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec cette crise, en ce moment, les fabricants, et vous avez peut-être vu les annonces de Pepsi, vont de plus en plus vendre en direct aux clients. Ils vont chercher le chemin le plus court. Et les clients vont venir vers eux parce que cette marque a du sens. Donc là, ces acteurs-là, ils vont affirmer leur marque. Grâce au digital, ils vont complètement débrider leurs canaux de distribution. Et ils vont créer un lien fort avec le consommateur parce que le consommateur fait confiance à la marque. Ces marques-là, physiquement, elles auront quoi? Elles auront des showrooms, des endroits où on vivra la marque. Je viens vivre la marque dans ces endroits. Ensuite, il y a le client qui sait exactement ce qu'il veut, il faut que ça soit le plus simple possible. Là, c'est un business de flux, c'est un travail d'ingénieur. Comment proposer l'offre la plus large possible et la livrer de manière le plus efficace possible au client qui l'a demandé. Là, on est sur un marché de distribution. Le marché de la distribution, c'est un marché où, quand il y a de l'humain, c'est un opérateur principalement ou un mathématicien. Le mathématicien va calculer les chemins les plus rapides, etc., pour ramener d'un bout à l'autre, et ça va être de plus en plus. Donc là, on est sur le modèle de la distribution. Et dans la distribution, le point final, ce sont des magasins, des zones de magasinage. La personne rentre dans un magasin pour faire le dernier mètre, en fait, de la livraison. Ensuite, il y a les commerces, où le client il veut un conseil, cum ex, échanger avec. Là, on a une relation sociale, on a une conversation, et on va chercher à être rassuré. Et enfin, le dernier, ce sont des médias. Des médias, c'est un vente privée, c'est un centre commercial, c'est tous ces acteurs, en fait, qui finalement ont pour clients les marques, et elles doivent amener à ces marques des visiteurs. Alors, tout le monde fait un peu de tout, et typiquement la notion de médias, on l'a vu dans la grande distribution qui commettent à mettre des corners d'autres enseignes, comme chez Auchan, on va mettre des corners Decathlon ou autres, cette notion de médias. Donc tout le monde fait ces 4 éléments. Sauf que le consommateur aujourd'hui, il va s'associer, il va investir dans une relation parce qu'il dira, moi je vais chez lui parce que je sais que la distribution elle est top. Moi je vais chez lui parce que… Et donc en fait, un des enjeux aujourd'hui, quand on doit investir sur l'IT, c'est où est-ce que je dois mettre mon argent en gros. Plutôt que de m'appuyer sur les solutions tiers, il faut que je sache d'abord, mais finalement, qui je suis. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, fabricant, distributeur, commerce, média. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, Ludovic Bonnet, directeur du marketing et communication BigMat. Donc, est-ce que vous avez posé cette question déjà en ces termes et comment est-ce que vous classez par rapport à cette cartographie présentée par Jean-François? Alors, on s'est posé la question, mais nous, on s'est arrêté en route parce qu'on a eu la réponse assez vite. Nous, on est avant tout un distributeur et avec pas mal d'esprit commerçant. Donc, effectivement, c'est un peu comme ça qu'on se définit, puisque, comme disait Jean-François, nous, on ne fabrique rien. On distribue des marques. Alors, c'est encore plus fort chez nous, puisqu'on est dans le B2B. Donc, on est vraiment sur des marques de grosses œuvres et de bâtiments. Et on est… vraiment pas un média aujourd'hui, puisque même si c'est la tendance dans la com de faire tous du média, mais on est avant tout un distributeur. D'accord. Et alors, du coup, vos axes particuliers de développement dans ce rôle de distributeur? Nous, aujourd'hui, on a des clients. Alors, encore une fois, on a 75 à 80% de nos clients qui sont… c'est du B2B. Donc, on a des clients qui sont relativement fidèles, pour des raisons simples de fonctionnement, c'est-à-dire que pour être client chez nous, comme dans toutes les boîtes de B2B, il faut être en compte, etc. Donc il y a déjà tout un parcours avant-vente qui est assez complexe et assez long. Chez nous, les clients, ils viennent vraiment pour chercher un choix qui est le plus vaste possible, et puis potentiellement un prix, mais qui là, il va être lié à leur volume d'achat.
Donc, et puis en dernier recours, ils viennent chercher du conseil, mais là, on rentre dans la partie commerçante. Et nous, on appuie vraiment, justement, et c'est ce que disait Jean-François, pour se différencier un peu des autres distributeurs qui sont nos concurrents, on essaie de pousser un peu la partie commerçante en disant la différence que vous trouvez chez nous, c'est le conseil. Et c'est un peu comme ça qu'on essaie de mettre en avant ce qu'on fait et la manière dont on le fait. Cet aspect un peu plus humain et un peu plus commerçant que juste distribuer des produits avec les gammes les plus larges possibles. D'accord. Et vous me disiez, on rentrera dans le détail tout à l'heure, que Ouais. effectivement, au niveau en tant que distributeur, ce qu'il a fallu que vous mettiez vraiment en avant, c'était essentiellement de la logistique, et que dans votre plan de relance en fait ou de développement de business, vous avez dernièrement investi particulièrement dans plusieurs aspects de logistique, et on en parlera juste après. Et je voudrais, Christopher Jones, président de Sushi Shop, vous, comment vous positionnez dans ce carré proposé par Jean-François? Alors nous, on est à la fois, bonjour à tous, on est à la fois producteur et logistique. Avec un trait particulier, c'est que c'est de la nourriture, donc on est aussi un peu considéré dans le food and beverage, dans la restauration. Nous, on est 60% de notre business, c'est de la livraison. Et on a certes aujourd'hui, ce sont nos enjeux, l'arrivée des agrégateurs, mais on continue à livrer avec nos propres canaux et nos propres scooters et vélos. Donc on a conservé cette âme de logisticien et cette crise nous prouve qu'on a bien fait, entre autres. Donc voilà, donc on produit nous-mêmes les sushis, donc on est producteur aussi, on travaille la matière brute et notre job c'est juste d'amener des bons sushis sur votre canapé, dans les meilleurs délais. Vous pouvez juste préciser ce que c'est que ce terme d'agrégateur pour que tout le monde comprenne bien? Oui, les agrégateurs, je crois que tout le monde les connaît. Ce sont les plateformes de commande et livraison que sont Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat, Glovo et j'en passe. Je viens de citer les majors, mais il y a quelques autres gros joueurs. Il y a une dizaine de gros joueurs sur la planète. Il y a beaucoup de petits joueurs. C'est un milieu de start-up financé par les géants. Deliveroo vient de s'allier à Amazon. Il va y avoir dans ce domaine-là, à la fois dans la distribution et dans la logistique et dans la production d'ailleurs, il y a d'énormes enjeux qui sont en train de se préparer. Voilà, donc on essaye nous, notre bataille, ils sont venus, ils sont arrivés et ils nous ont piqué 20% de notre marché que nous livrions avant en direct. Ils commandaient direct chez nous et on les livrait par téléphone au départ, avant même d'être digital. Et ils sont arrivés et ils nous ont pris en 1 an et demi 20 à 25% de part de marché. Ils se sont installés avant de devenir des partenaires, hein, c'était nos ennemis. Puis maintenant, ce sont nos partenaires avec qui il faut construire parce que il y a une telle évolution, et ça c'était avant crise de toute manière. Il y a une vraie évolution des modes de consommation. Donc c'est un de ces fameux channels supplémentaires qui n'existait pas avant. On avait le takeaway, on avait le dine-in, le sit-in, le classique, et on avait la livraison que nous faisions par téléphone à 90%. Aujourd'hui, 65% de nos ventes sont web et digitales. Donc, nos propres canaux, nous avons créé nos propres canaux du coup en réaction, notre propre web et nos applications. Et nous avons développé toute cette partie digitale et nous avons ainsi pu nous battre quasi à armes égales avec ces partenaires. Très bien. Alors, Jean-François, par rapport à ces agrégateurs, d'ailleurs, dans quel segment ils se positionnent, et c'est ennemi ou ami du marché aujourd'hui, de la distribution? Les agrégateurs, en fait, hein, les places de marché, en fait, sont clairement des médias, en fait. Ce sont des personnes qui voient passer du flux, en fait. Donc, en fait, ils ne sont pas sur la propriété, en fait, des camions. Alors, il y en a qui offrent de services. Hein, alors, rien n'est jamais blanc-noir, en fait, il faut être clair. Oui. Mais quand on prend le plus grand agrégateur du monde, hein, aujourd'hui, c'est Alibaba, hein, qui a un modèle qui est totalement différent d'Amazon, qui est d'abord un logisticien. Et pourtant, de loin, tout le monde a l'impression que c'est à peu près la même chose. Or, c'est radicalement différent, il suffit de voir leur rapport d'activité. Donc, encore une fois, les médias, les agrégateurs sont généralement en fait des médias. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres activités, des services
de logistique, etc. On peut prendre un Mano Mano, en fait, hein, qui est un média sur le bricolage. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il a ses propres entrepôts pour proposer du fulfillment à ses clients. Très bien. Alors, fort de tout ça, Ludovic, directeur marketing et communication Big Mat, hein, vous avez, cette crise vous a fait lancer prendre un certain nombre de décisions, en fait. Notamment, vous avez décidé d'adresser 2 points forts de logistique, le paiement en ligne et la gestion de file d'attente. En fait, nous, étant dans un business B2B et avec des produits pondéreux, hein, quand on parle de produits de construction dans le bâtiment, notre 20-80, il se fait sur du gros œuvre. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le bâtiment, le gros œuvre, ça veut dire du parpaing, des poutrelles d'acier, voilà, on n'est pas sur des choses faciles à transporter. Donc, effectivement, la logistique, pour nous, c'est clé. On avait déjà lancé, il y a à peu près 1 an et demi, notre propre plateforme logistique pour avoir justement des stocks tampons et pouvoir répondre à la demande très vite. Et là, ce qui s'est passé avec cette crise, alors d'abord, on a eu la chance d'être parmi les secteurs qui avaient la chance de rester ouverts parce qu'on avait une autorisation d'ouverture. Alors, les 15 premiers jours, ça a été un peu cafouilleux, on a tous vécu ça, on a tous vu ça. Mais ensuite, très vite, le gouvernement a décidé que les magasins qui vendaient des matériaux de construction, dont nous, pour des raisons évidentes d'urgence, devaient rester ouverts. Donc, on est resté ouverts. Et là, il a fallu assez rapidement réinventer la manière dont on traitait et la logistique et le flux. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, dans nos magasins, les gens peuvent passer commande et soit ils étaient livrés sur leur chantier directement depuis nos entrepôts, soit ils venaient récupérer la marchandise chez nous. Et c'est aussi lié au secteur. C'est un secteur très humain où les gens aiment se serrer la main, prendre un café pendant que la livraison se passe, etc. Évidemment, avec cette contrainte de Covid, il a fallu éviter tous ces aspects très physiques et sociaux, on va dire. Et donc, on a mis en place, effectivement, pour aider nos adhérents de manière rapide, deux petites applications, dont une qui est une application de paiement qui s'appelle PayPlug et qui nous a permis assez rapidement de dire, bon, ben voilà, la facture va arriver directement sur le téléphone ou sur le mail du client, il va rentrer sa carte bleue et ça lui permettra de payer. Et nous, notre magasin sait que c'est payé. Donc, derrière, la logistique se met en place complètement différemment, puisque là, typiquement, bah, le gars qui doit venir chercher sa commande va mettre son camion au quai et il n'aura aucun contact. On charge directement dans son camion et il n'y a plus du tout de contact humain. Il n'a même pas à signer un bordereau puisque tout ça lui est envoyé par mail ensuite. Et de la même manière, ceux chez qui on livre, limite, ils n'ont même pas besoin d'être là. On va décharger la marchandise sur leur chantier et on ne les voit même pas. Et puis de l'autre côté, pour éviter quand même, parce que dans cette clientèle principalement business, on a quand même aussi des particuliers et du dépannage, c'est-à-dire un entrepreneur qui a pu avoir un besoin d'un produit au dernier moment et qui va arriver au magasin à l'improviste, comme ça, en tout cas sans avoir passé par un système de commande. Il faut gérer ses flux. Donc là, pour gérer ces flux, on a mis en place une autre appli qui s'appelle Lineberty, qui permet justement de dire je rentre dans un système où l'application va me donner le temps d'attente qu'il va y avoir pour faire charger mon camion ou le temps d'attente qu'il va y avoir pour potentiellement entrer dans le magasin. Et comme le temps sur les chantiers, c'est quelque chose de très important, ça permet aux gens d'avoir, s'ils doivent attendre 1 heure, 1 heure et demie, ils ne vont pas venir dans la file d'attente et ils vont rester sur leur chantier à travailler, à faire autre chose. Et puis, c'est des applis très souples qui permettent de changer le sens de la queue si quelqu'un n'est pas arrivé, etc. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Mais surtout, l'avantage pour nous, ça a été la réactivité de ces genres d'applis, puisque c'est du mode SaaS, et ça nous a permis de ne pas avoir à développer quoi que ce soit sur les ERP dans nos magasins. On a plugué ça en 5 minutes, c'est vraiment c'est du web service, les gens s'y collent, ils ont une plateforme et ça a très vite fonctionné comme ça. Mais l'intérêt, c'est qu'on a vu que derrière, nous, on est un réseau coopératif. Hein. Les réseaux coopératifs, les adhérents sont des chefs d'entreprise totalement indépendants. Et là où pendant assez longtemps, moi, ça fait 3 ans que je suis dans la société, on voyait un peu des réticences, ils ne comprenaient pas forcément les enjeux de ces sujets où on essaie de leur dire ça va aller plus vite, ça va limiter les flux. Là, la crise a cristallisé tous ces besoins et toutes ces potentielles demandes. Et maintenant, ça devient une évidence pour tout le monde. Très bien. Donc, en fait, pour vous, le moyen de relancer, de continuer à relancer le business, ça a été d'améliorer la logistique. C'était votre point. Vous n'avez pas travaillé sur la création de nouveaux produits, de nouvelles offres. Vous, votre chose, c'était vraiment comment j'améliore le service, en fait, au travers de 2 choses. Alors, ce qui était important à apprécier, c'est dans votre outil de paiement électronique, hein, contrairement à ce qu'on connaît dans le quotidien où je passe un achat et puis je mets ma carte bleue, vous, le principe, c'est de dire
le commerçant, enfin votre affilié va émettre une facture et il envoie la Exactement. facture En sur fait, ce il envoie système-là. ça par SMS ou par mail à son client qui a commandé. Donc, le client reçoit simplement un SMS ou un mail où on lui dit « Vous avez commandé chez Big Mat XY pour la somme de 3 400, 500 €, je ne sais quoi. » Et là, s'il dit oui, il rentre son numéro de carte bleue, ça le débite sa carte bleue avec un système de sécurisation. Et le commerçant, lui, reçoit « Monsieur Untel a payé la facture, vous pouvez le livrer. » Donc, ça va très, très vite. C'est directement sur leur compte en banque. Donc, il n'y a pas de transfert. Évidemment, il y a un coût, mais ça, c'est normal, hein, comme tous ces systèmes de carte bleue. Mais ça permet de ne pas avoir de tout contact avec le client. Et pour répondre à votre question, oui, effectivement, nous, on a accentué sa logistique parce que, encore une fois, on est des distributeurs. Donc, on a eu peut-être même un problème inverse de notre côté, c'est-à-dire que notre logistique fonctionnait très bien, mais malheureusement, la crise du Covid a fait que de nombreuses entreprises, usines de fabrication de nos industriels fournisseurs, elles avaient fermé. Donc, on s'est retrouvé dans un problème un peu inverse, et heureusement qu'on a des stocks tampons sur des entrepôts centraux, parce que typiquement, toutes les usines de carrelage d'Italie, d'Espagne, ou les cimenteries qui avaient fermé les usines, ne pouvaient plus nous fournir. Et donc, on est arrivé très vite à un problème plutôt de stock et de stock tendu pour livrer nos clients. D'accord, très bien. Jean-François, justement, dans un système d'information, quand on est plutôt distributeur, quelles sont les composantes à mettre en œuvre et dans les services que propose Microsoft de manière plus générale? Donc là, on a parlé, il y a déjà donc aujourd'hui l'offre cloud, et je pense que tu es bien placé pour en parler, qui permet également d'avoir une très, très grande agilité, parce que la mobilité aujourd'hui n'est plus une option en fait, hein. C'est-à-dire que tous les services en fait doivent pouvoir être disponibles de manière mobile, en situation de mobilité. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, c'est effectivement l'interopérabilité des systèmes, faire en sorte qu'on puisse facilement développer des applications sur un legacy, hein, sans remettre en cause ce legacy. Donc encore une fois, être très solide sur ses fondamentaux et invariants pour que justement on puisse facilement créer des extensions de paiement ou autres. Par rapport à la notion de supply, en fait, on voit bien que là, le RP, de toute façon, il doit être focalisé, centré sur le flux produit, etc. Donc, tout à l'heure, j'insistais vraiment sur ces 4 axes. C'est que moi, je le vois, par exemple, sur des sujets de CRM. Le CRM pour un distributeur, en fait, n'aura rien à voir avec un CRM pour un fabricant, ou un CRM pour un commerçant, ou un CRM pour un média. Bon, je prends le CRM, hein, mais on peut prendre à peu près tous les scénarios. Dès qu'on doit mettre en œuvre un scénario, immédiatement, on doit le penser dans le référentiel en fait de son cœur d'activité. Parce que pour un fournisseur, un distributeur, le client, la première chose qu'il veut, et on l'a bien vu dans le témoignage de Ludovic, c'est lui faciliter le chemin entre j'ai besoin d'un produit et je vais le récupérer. Donc, c'est le paiement, c'est je perds le minimum de temps, etc. Donc, le CRM doit être infiniment connecté, là, on le voit bien, hein, au paiement, au fil d'attente, c'est-à-dire aux étapes pour accéder au produit, aux informations de livraison, où est mon produit, où est le camion, est-ce qu'il y a du stock, etc. Donc, on voit bien que si on était dans un commerce, on aurait un CRM qui serait beaucoup plus lié, en fait, à des scénarios de complétion par rapport à un produit. Je veux refaire ma salle de bain, qu'est-ce que je dois mettre avec ce lavabo, quel type de colle, etc. Et si on était chez un fabricant, ça serait, mais dans ce produit, quelles sont les caractéristiques des éléments qui le constituent, par exemple? Est-ce qu'il y a des allergènes, etc. Donc, on voit bien que tout ce qu'on va penser, le CRM, la supply chain, doit être est directement lié en fait à son cœur métier. Et c'est vrai pareil pour les collaborateurs, parce que je pense que c'est un sujet qui est fondamental, ça aussi. Oui, on en parlera juste après. Christopher Jones, président de Sushi Shop, vous, quels sont... Alors, on a vu effectivement, d'un côté, c'était plutôt, côté Big Mac, c'était plutôt la logistique qui a été mis en avant pour relancer l'activité, pour continuer l'activité. C'était un point essentiel. Sinon, l'activité aurait décliné plus fortement, faute de moyens logistiques. Et de votre côté, donc, qu'est-ce qui a été mis en place? Moi, ce que j'ai retenu quand même chez vous lors de le petit échange de préparation, c'est que vous êtes revenu aux fondamentaux. On a voulu assurer nos basiques, en fait. En fait, dans le food en général, la restauration en général, on distingue 2 aspects, 2 types de services. Le premier, c'est le convenient. Hein, et le convenient, c'est les 4 piliers du convenient, c'est contact free, rapide, partout, everywhere, accessible, et le prix. Ça, c'est souvent
une catégorie de gens, c'est le midi plus que le soir, etc. C'est une des catégories convenient du food. Là-dedans, vous pouvez classer les QSR, fast food et autres. Et vous avez la deuxième partie qui est plus une recherche d'expérience. Et là, les piliers dans la recherche d'expérience, ça va être l'innovation produit, ça va être le choix, ça va être les lieux. Et là, en temps de crise, dans le pilier de convenient, le pilier partout n'était plus valable. Donc, on l'a barré. Le pilier prix n'était plus valable non plus parce qu'il y avait tellement peu de choix que j'étais prêt à payer, moi, consumer, plus cher pour pouvoir avoir mon produit livré à la maison. Mais par contre, le contact free, donc la facilitation de l'acte d'achat, était encore plus important pour des régions d'hygiène, certes, mais il a été accentué et la rapidité est toujours au cœur des attentes. Donc sur ce pilier-là, deux piliers sont restés. Et sur la partie expérience, l'innovation non plus n'a pas changé. Les gens sont toujours en attente d'innovation. On a, nous, Sushi Shop, réduit nos gammes parce qu'on avait moins de personnel, parce qu'ils n'arrivaient pas à venir travailler, ils n'arrivaient pas à repartir, les transports publics étant… voilà. On avait des problèmes de parents qui restaient à la maison, ils avaient peur, tout simplement. On avait des gens qui avaient des enfants, etc. Donc, on a aussi dû réduire nos gammes pour être un minimum cohérent avec notre capacité de production. Et nos clients nous l'ont presque reproché. Ils comprenaient, mais il y a une véritable attente d'innovation produit dans le food. Si vous n'innovez pas à un moment donné, et on le voit bien, que ce soit du fast-food au gastro, l'innovation, elle est au cœur de cette catégorie. En tout cas, voilà. Le choix est très important aussi. Et enfin, le lieu. Et le lieu, pendant la crise, il n'y avait plus de problème de lieu. Il restait en fait le contact free, la rapidité, l'innovation produit et le choix produit. Et c'est là-dessus qu'on s'est battu. Et pour la relance, René Louis, c'est exactement, au fur et à mesure du déconfinement, ces fameuses étapes, on réouvre, nous aussi, ces fameux piliers dont je vous ai parlé, dont je t'ai parlé, au fur et à mesure. Donc, on se réadapte au marché au fur et à mesure. Alors, il y a eu, avec beaucoup d'humilité, parce que on n'a utilisé aucun graphe. On s'est retrouvés autour de la table et on s'est dit, on fait comment pour analyser la situation? Bon, on va y aller, comme si c'était le petit resto du coin. Et on suivait les informations, bien entendu, du gouvernement concernant les process d'hygiène pour pouvoir les appliquer, pour pouvoir déclencher les ouvertures, pour pouvoir livrer. Et les masques, on a été comme tout le monde. Vous imaginez bien que les masques, on a été nous-mêmes en voiture à Roissy chercher à la sortie des douanes les masques pour pouvoir en donner à nos équipes parce qu'on ne pouvait pas leur dire revenez travailler tant qu'on n'avait pas de masque, etc. Donc voilà, un plan sans être un plan qui n'était pas vraiment un plan, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie et surtout l'envie de se remettre au travail. Voilà, je pense que ça a été ça le premier pilier. Et maintenant, on est… nous, on est une enseigne très digitale, comme je le disais au départ. On bénéficie quelque part de ce channel de vente qui est très actif aujourd'hui, qui a pris un boost pendant cette crise. Et comme nous étions déjà très digital, on a aujourd'hui des résultats très encourageants de retour à une activité pas encore normale, mais voilà, on va dire que c'est des bons signes. Et donc, on va rester très, très actif sur ce que je te disais tout à l'heure, l'innovation produit. On va continuer à apporter ça à nos clients parce que dans le food, si on n'est pas capable de faire ça, quelle que soit l'époque, le moment, l'environnement, voilà. Donc l'idée c'était au départ, ok, la crise étant ce qu'elle est, il faut que je maintienne mes ventes, il faut que je continue à vendre, et surtout il faut que j'assure le service de distribution dont on parlait avec la capacité de production qui convient avec toutes les restrictions qu'il y avait. Donc là, vous avez réduit, donc la gamme de produits. Alors d'abord on a fermé. D'abord on a fermé. Fermé d'abord, après réduit. D'abord on a fermé. Exactement. On a étudié deux choses. On a étudié d'abord les process sanitaires qui étaient imposés pour pouvoir les appliquer, donc l'organisation de chaque shop pour nous. Et puis c'est la deuxième chose en effet, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait produire. D'abord pour des raisons d'effectifs, comme je disais. Et puis il y a une chose dont je t'ai pas parlé tout à l'heure, c'est aussi la partie fournisseurs. On avait nos fournisseurs qui fermaient, qui pouvaient plus nous livrer aussi. Donc on a eu cette problématique produit. Est-ce que j'ai du saumon frais? Est-ce que j'ai pas de saumon? Parce qu'on n'allait pas compromettre. Donc
on a pu réouvrir que partiellement, petit à petit, un certain nombre de nos sushi shops, qu'au fur et à mesure qu'on avait tous les éléments réunis. Donc c'était ça. Et là, il n'y a plus de plan stratégique. Hein. J'ai jamais aussi peu parlé à mes actionnaires qu'à ce moment-là. Hein. La seule chose qui comptait, c'était le cash, payer mes équipes, s'assurer qu'on s'en sorte et calculer jusqu'à la fin de l'année avec une hypothèse, Madame Boule de Cristal, sur l'évolution du chiffre d'affaires. Voilà. Et voilà, on en est. Donc, heureusement pour nous, comme je disais, on a une activité aujourd'hui qui nous redonne petit à petit le sourire. Voilà. D'accord, bon, bah, c'est très bien. Donc voilà, donc, moi, ce que j'ai retenu vraiment, il y a plein d'éléments, hein, mais c'est le fait d'avoir réduit la gamme, et de la remonter. Et on en reparlera tout à l'heure, effectivement, c'est pourquoi créer de nouveaux produits pour continuer à développer, à relancer le business. Ouais. Jean-François, on a vu effectivement que Sushi Shop, c'est essentiellement de la vente en ligne. Quel rôle justement et comment quel commentaire en fait sur cette approche du commerce digital en magasin par rapport effectivement aux différentes catégories de commerce qu'on a citées tout à l'heure? Alors, si je reviens en fait sur le point de vente par rapport aux différents profils, ce que j'ai expliqué sur le digital, sur le fait que les investissements digitaux étaient directement liés à son cœur d'activité, hein, pour pouvoir justement performer là où les clients nous attendent. Il en va de même en fait pour les collaborateurs. C'est-à-dire que si typiquement on rentre dans un showroom, donc une zone qui représente une enseigne, une marque, il y en a très souvent, les collaborateurs vont se mettre à côté de vous pour vivre le produit avec vous. Alors que chez un distributeur, et probablement Ludovic ira dans mon sens, eh bien, chaque collaborateur fera preuve d'imagination pour améliorer encore l'expérience de distribution, en fait. Parce que c'est la première chose qu'attend le client. Et donc, typiquement, quand on rentre dans un point de vente, typiquement alimentaire, quand les vendeurs vous tournent le dos et qu'ils s'occupent du rayon, c'est qu'on est chez un distributeur. Alors que si on rentre dans un point de vente et que le collaborateur vient à votre rencontre en vous ouvrant les bras, c'est qu'on est chez un commerçant, parce qu'il vous accueille, en fait. Et il est là pour répondre à vos sollicitations. Alors que chez un distributeur, il est d'abord là pour vous aider à aller le plus vite possible, en fait, dans ce que vous êtes venu chercher. Et ça veut dire que d'un point de vue outil, en fait, on va avoir des solutions qui seront totalement différentes, puisque chez un distributeur, on va avoir des outils pour les forces de vente pour améliorer justement le flux produit, l'accueil client lié à ses commandes, etc. Alors que chez un commerçant, on va pouvoir des outils qui vont être plutôt avec, par exemple, de la visualisation 3D, etc., pour essayer de trouver des solutions à des problématiques identifiées par le client. Donc ça, c'est des choses qui sont juste fondamentales aujourd'hui. Et ces modes en réseau et le digital doivent faire en sorte que l'offre globale de l'enseigne soit forte et solide, parce qu'aujourd'hui, quelque part, les grosses enseignes ont une forte, mais le client, il va chercher de la personnalisation et du local du petit. Donc, il faut aider le petit à développer de la valeur, une valeur presque personnelle, tout en s'appuyant sur la sécurité d'une grosse organisation. Et c'est pour ça que les architectures en réseau, les modes en réseau, sont extrêmement importants aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand on est un réseau spécialisé sur la distribution, il faut qu'on ait des supports en ligne par le franchiseur pour peut-être faire du conseil ou pour donner de l'information produit. Parce que ce n'est pas le cœur d'activité, mais on doit être capable d'y répondre. Et on doit fournir les équipes locales pour avoir ces services-là. Quand on fait du commerce, il faut également avoir des services efficaces de logistique et peut-être d'e-commerce. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, on le voit nous dans tous nos projets digitaux dans Retail, c'est travailler ce mixte avec les offres génériques portées par la grosse marque, par le franchisé, et travailler localement en fait l'agilité de l'acteur local en fait, qui va renforcer le cœur business, en fait, la mission de l'enseigne. Ouais, ce que tu dis est très important, on l'a vu dans la précédente e-rencontre où on disait effectivement que l'avenir du commerce, ça sera très certainement les réseaux. Pourquoi? Parce que là, on va avoir beaucoup d'indépendants en difficulté et on a vu beaucoup d'indépendants souffrir de ne pas avoir de conseils et d'avoir des informations qui viennent de droite et de gauche et pas savoir sur quel pied danser. Alors, Ludovic, côté Big Mac, donc vous n'avez pas de vente en ligne, hein, d'une part, et d'autre part, vous n'avez pas de concurrent, enfin, vous n'avez pas d'agrégateur qui risque de vous prendre vos clients comme Uber Eats, vous n'avez pas encore un Uber Bat qui existe. Donc, du coup, on parlait de l'importance du réseau. Quelle a été votre démarche auprès du réseau? Comment ça a fonctionné, justement? Pour les aider à relancer lorsque vous avez parlé de ces outils.
moi, j'ai bien aimé ce que dit Jean-François, parce que c'est exactement le cas. En plus, nous, on est une coopérative, donc le système coopératif fait que c'est… moi, j'ai été dans le commerce intégré avant et dans la franchise, et la coopérative a cela de très particulier. Finalement, c'est le cœur du business, c'est finalement la solidarité des gens qui veulent se mettre ensemble, mais qui restent patrons et propriétaires de leur propre magasin et qui viennent juste signer un contrat finalement d'enseigne dans une coopérative pour profiter de services généraux, centraux, en commun. Donc, en tant qu'enseigne chez Big Mat, nous, on ne peut rien imposer. Donc, on va donner des conseils, on va donner de la stratégie, et ensuite, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, ou en tout cas, il le fait à sa vitesse ou comme il a envie. Et finalement, ce qui peut être… c'est paradoxal parce que vu du côté de l'enseigne, ça peut être très frustrant pour des équipes au siège, hein, parce que quand on met en place un système digital, quel qu'il soit, on a envie que tout le monde le mette en place en même temps et que ça se déploie. Et finalement, on se rend compte que dans une crise comme celle-ci, c'est ce que disait Jean-François, c'est que cette agilité, elle nous a un peu sauvés. Parce que finalement, nous, les grands systèmes qu'on veut déployer, chaque magasin, chaque patron de magasin, selon sa zone de chalandise, parce qu'il est aussi quelque part un peu commerçant et qu'il connaît ses clients, il sait comment ils fonctionnent, il a pris ou non, et selon sa connaissance de son marché, de son secteur, les solutions qu'on lui proposait. Et c'est ça qui est fait que du coup, cette agilité fait qu'il a profité effectivement de cette vision stratégique et de ce qu'on nous proposait, nous, au niveau de l'enseigne, et effectivement de ce qu'on peut mettre en avant sur le catalogue, etc., tout en se disant, moi, je l'adapte à ce qui se passe chez moi. Donc, effectivement, nous, on n'a pas de e-commerce, pour une raison aussi assez basique, c'est qu'on on a des produits très pondéreux. Hein. Moi, j'explique toujours ça facilement à des collègues qui sont encore dans la mode, et je leur dis, quand on livre 3 tonnes de ciment, au bout de 50 km, on a plus de frais de transport que de marchandises au cul du camion. Hein. Donc, déjà, ça pose un vrai problème. Donc, effectivement, on est plutôt en train de développer des modèles de drive, des choses comme ça, ou de livraison sur chantier. Quand on refait un Ikea, évidemment, on a plutôt intérêt, ils demandent plutôt à ce qu'on les livre sur le chantier. Et puis, non, il n'y a pas vraiment, pour répondre à la question, de gens qui sont en train de nous dématérialiser d'une manière ou d'une autre, mais quand même, ça va vite. Puisque vous parlez de Mano tout à l'heure, c'est quand même un des acteurs qui est en train d'avancer très très vite en France. Il y a Amazon Business, nous on regarde beaucoup ce qu'ils font parce que Amazon Business, ils sont en train de faire un chemin un peu inverse, mais notamment au Canada, où en Europe, pour le moment, ils sont encore très sur des produits bureautiques, etc. Au Canada, Amazon Business, ils sont rentrés dans le gros œuvre aujourd'hui. Et ils le font en rachetant des réseaux de magasins pour pouvoir justement avoir la logistique qui leur manque sur ces livraisons de produits gros œuvres. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai effet ciseau qui est en train de se faire. Eux avaient déjà la connaissance logistique d'un côté sur les produits plus petits. Ils se rendent compte que sur ces gros produits où ils peuvent encore faire de l'argent, il leur manque ce réseau-là. Donc ils sont en train de le racheter à coups de milliards ou à carrément ouvrir des magasins Amazon de livraison de produits de construction, tout en s'appuyant sur toute leur infrastructure aujourd'hui e-commerce qu'ils ont déjà. Donc, s'ils le font dans les pays d'Amérique du Nord, on se doute bien que ça va très vite arriver chez nous. Et d'ailleurs, ils nous ont approchés, comme d'autres réseaux, pour essayer de faire des partenariats, pour finalement se servir de nos réseaux comme de points de chute pour la livraison du dernier kilomètre. J'apprends qu'Amazon veut rentrer dans le… Finalement, je n'étais pas très loin quand je parlais de Uberbat. Hein. Je crois qu'il y a plus de… Je crois que dans ce débat-là, il n'y a plus de limite de sectorisation. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que des logisticiens ou des gros investisseurs peuvent finalement, sous une organisation, faire éclater les murs de la sectorisation des industries et vont se balader. Google a ouvert des supermarchés où il n'y a plus d'hôtesse de caisse, on rentre, on fait ses courses, on sort. On scanne uniquement son QR code en rentrant et on reçoit une facture après en sortant. Il n'y a plus du tout. Et c'est Google. Amazon a racheté des joueurs de fruit and veg, de légumes, des wholesalers, etc. Donc en fait, il n'y a plus demain. Si je vais dans le délire, j'ai dit Sushi Shop, on va vendre des voitures. Bon, japonaises. Voilà, comme ça on a fait le truc bien. Mais si tu veux, voilà, je crois qu'il y a des… Justement, pour revenir à Sushi Shop et à la relance du business, là. Et il y a des freins par pays, après. Ouais. Voilà, il y a des freins culturels par pays qui peuvent ralentir un peu certaines choses, mais je crois que ça saute les spécialisations. Les barrières sautent, absolument. Et oui. Alors Christopher a raison sur une chose, c'est que ça dépend aussi le mode de consommation dans le moment où on est. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir besoin immédiat sur quelque chose et pour le même
besoin ou produit, se dire aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps et d'avoir un conseil. C'est aussi le consommateur qui switch son cerveau On là-dedans. parle bien d'ubérisation dans tous les domaines. Ouais. Donc, y compris la formation demain, y compris l'éducation, y compris voilà. Donc Alors, voilà. Christopher, je voudrais revenir sur le thème qui est la relance du business aujourd'hui, là, parce que tout le monde est intéressé par ça, savoir comment on fait, ce qui est fait, qui fait quoi. Alors, je sors ma boule de cristal. Côté Big Mat, ça a été de dire j'ai un problème de livraison, j'ai un problème de logistique, donc il a fallu que je mette en place du paiement électronique et puis une gestion de file d'attente qui est importante parce qu'il y a des contraintes chantier. C'était le moyen de continuer à vendre et de relancer la vente, d'être efficace à ce niveau-là. De ton côté, donc, vous avez mis en place une stratégie, alors tu m'as dit qu'elle reste confidentielle, mais on peut parler quand même des points de réflexion. Et un point de réflexion qui était intéressant, tu me disais, votre créneau, en fait, chez Sushi Shop, c'est pas le client est roi, mais c'est nous vous écoutons. Donc, Oui. être basé sur une relation client. Et tu dis, c'était déjà un pilier, mais qu'encore plus fort. Alors, moi, ce qui m'avait surpris, qui est très, très intéressant, que tu as demandé au COMEX, tu me disais que tous les gens du COMEX, une fois par semaine, c'est ça, appellent un client. Ah, c'est ça. On a la chance avec Amouez d'avoir des gens très intelligents, très cher payés, qui nous font des très belles analyses et des études sur notre CRM, notre data, nos clients. Et puis, on a des gens en shop, des patrons de marque avec des équipes, des codires, qui sont là pour délivrer, exécuter, délivrer la promesse à nos clients. Et en fait, on se rend compte que l'un et l'autre sont complémentaires ou ne sont pas suffisants si on les traite individuellement. Et ce que j'ai demandé à chaque membre du comité de direction, c'est une fois par semaine d'appeler, et c'est l'équipe CRM qui nous donne le contact, d'appeler un client. Et on commence notre codir par l'anecdote ou l'histoire, et chacun, donc on est 8 dans l'équipe, chacun raconte l'histoire qu'il a eue avec son client. Et ça permet vraiment de rester, malgré les grandes discussions que nous pouvons avoir et la grande intelligence que nous avons et nos grands plans stratégiques, ça nous permet de rester les pieds sur terre. Ça ne nous empêche pas d'établir un plan d'action et stratégique, et ça ne nous empêche pas d'avoir des gens très intelligents à côté de nous, certainement plus intelligents que moi, et qui vont justement m'aider à tracer des plans, à les construire, tant qu'on ne perd pas le lien avec nos clients. Et ça, c'est un des plans d'action qu'on a continué, y compris pendant la crise. Ça, je trouve ça formidable. J'imagine un particulier qui reçoit l'appel de Christopher. Bonjour, je suis Christopher, président de Sushi Shop. Je veux savoir comment c'est passé ou pourquoi vous étiez mécontent. Moi, je trouve ça formidable. J'imagine que. Alors, il y a souvent un petit moment de silence quand même. Et ça fait un peu genre, j'appelle pour la valise d'RTL. Hein. Il se fout de ma gueule, c'est vrai. Donc, malheureusement, j'ai pas de jingle derrière moi pour dire c'est Sushi Shop. Mais écoutez. En fait, c'est comme quand vous êtes restaurateur et que vous avez une salle de restaurant et que vous parlez avec vos clients. Au final, ça les étonne parce qu'ils nous croient la grosse machine avec beaucoup de gens cachés derrière des process et ce monde un peu digital où il n'y a personne. En fait, pas du tout. Si on arrive à maintenir ce lien et si nous le faisons, vous imaginez que les équipes sont plus enclins à le faire aussi parce que c'est aussi ça. Et puis, ça, encore une fois, les clients sont étonnés dans le bon sens. Quasi tous les clients qu'on a eu au téléphone depuis maintenant 1 an sont des clients qui parfois même rappellent. Donc, il faut être prêt à ça, instaurer, pas faire semblant, une vraie relation. Et sont devenus des clients, quasi nos meilleurs clients. Et moi, je trouve que cette notion, effectivement, et pour moi, c'est un des points fondamentaux, je crois, de comment relancer son business aujourd'hui. Ce lien direct, il est fort. Et ce lien direct est fort. Et du coup, le principe du réseau, c'est de dire je suis proche, la tête de pont est en support, mais si la tête de pont s'implique dans le réseau, c'est intéressant. Oui, Jean-François, tu voulais prendre la parole. Je veux dire que oui, en ce moment, c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire que, imaginez en fait cette crise il y a 10 ans, sans tous ces outils de communication comme Teams, comme Zoom, etc. Toute cette capacité de monter rapidement des petits meetings avec des gens qu'on ne connaissait pas avant. Ça développe l'imagination, ça donne des idées, ça crée des connexions avec tout un tas de personnes qu'on ne connaissait pas a priori. Donc ça va être quand même un élément également accélérateur dans ce fait de casser les silos.
Et comme tu t'en parlais tout à l'heure, Christopher, hein, le fait de tomber parfois sur des gens qui sont en t-shirt, alors que d'habitude on les voit en cravate, bah, ça permet également de remettre un petit peu tout le monde, hein, dans ce côté d'humanité. Et c'est parce que c'est quand même l'humanité qui va compléter la data ou le digital, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas demain de digital s'il n'y a pas de l'humain derrière. Et ce travail, en fait, on le voit bien, cette accélération vers l'humain, eh bien, ces outils, en fait, y participent beaucoup en ce moment, je trouve. Tout à fait. Et Christopher, autre chose, effectivement, de votre côté, tu m'as dit, OK, on s'est réunis en COMEX et en CODIR, et puis on a réfléchi comment relancer justement notre chiffre d'affaires, nos marges, bien évidemment. Et il dit, en fait, l'idée, c'était de lancer une multitude de petits projets et de voir ce qui allait marcher et ce qui ne marche pas. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et tu m'as même cité Socrate. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Donc, on lance les idées et on voit ce qui marche. Oui, alors quand j'ai eu mon conseil d'administration, ils m'ont dit, bah, Christopher, c'est quoi les prochaines étapes? Hein, qu'est-ce qui va se passer? Alors, au lieu de leur dire, attendez, j'ai ma boule de cristal, je leur ai cité Socrate parce que je trouve qu'il y a pas mal de sagesse là-dedans, finalement, et un peu d'humilité. En fait, il faut se battre avec les idées, avec nos idées. On a, dans la restauration, en tout cas pour nous, dans le food, on avait une dizaine d'idées, et bien entendu, le rôle d'un patron, c'est aussi de focuser, de prioriser, de s'assurer que il vaut mieux en faire moins, mais que ce soit bien fait. Voilà. Et après, vous savez, je suis à moitié britannique et à moitié français, donc j'ai le côté français plus royaliste que le roi, aller dans le détail, on ne sort pas la chose tant que c'est pas parfait, mais j'ai le côté britannique un peu pragmatique, et je vous bouscule tous un petit peu, où de temps en temps, il faut sortir, même si c'est pas parfait, et ensuite on l'améliore. Et donc, je suis toujours dans cette recherche où finalement, plutôt que de penser qu'on a la science infuse et qu'on va savoir exactement ce qu'il faut faire et quelle va être la recette miracle dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, je préfère essayer plusieurs choses, quitte à ce que ce soit pas parfait, bien entendu dans un cadre, avec un objectif, voilà, et pas fait n'importe comment. On est dans l'action, on avance, on mène des actions. Comment vendre, comment relancer son business, c'est être dans l'action. Oui. Il faut y aller, il faut aller au contact des clients. Bien sûr. Bien sûr, il y a l'infrastructure, Il n'y a bien rien sûr, de nouveau là-dedans. c'est indispensable, mais y aller, à mettre de l'humain, comme disait Jean-François tout à l'heure. Et donc, côté Sushi Shop, c'était effectivement, je restreins ma gamme, je l'ouvre au fur et à mesure, je vais lancer de nouveaux produits, je vais faire du cadeau, en fait, sous forme de bon d'achat, de remise, ou je présente, j'offre un nouveau produit. Donc, c'est dans cette relation client. Mais il y avait des sujets quand même plus profonds, de dire comment je répartis mes investissements CAPEX sur la vente sur place, vente emportée, click and collect, la vente en ligne, vente agrégateur, etc. On ne peut pas décider aujourd'hui pour ça, René-Louis, tu vois. Tu ne peux pas décider aujourd'hui avec le peu de visibilité qu'on a. Je ne peux pas dire si demain, il faut que les sushi shops, que j'avais prévu d'ouvrir cette année, une quarantaine de sushi shops, c'est des centaines de millions d'euros d'investissement. Si je vais le faire, je ne peux pas savoir si je dois faire avec une salle de restauration ou sans salle de restauration. Je mets des places assises, j'en mets pas, etc. Donc, il y a de vrais impacts aujourd'hui qui ont fait qu'on a mis en hold, on a arrêté, on a mis en pause certains aspects. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas que je perde mon client. Donc, ça veut dire que l'argent que j'avais prévu d'investir, même en marketing, etc., il faut que je l'utilise pour parler dans les basiques. Donc, ça veut dire dans les produits et dans le fait de livrer, dans les délais, chez toi, sur ton canapé. Voilà, tu vois. Donc, l'idée, c'est qu'on consolide. Et l'autre choix, effectivement, à faire, c'est dire choisir d'investir dans les bons médias, le en-ligne, le offline, tous ces éléments-là. Cet équilibre, c'est une réflexion qui n'est pas évidente, qui n'est pas simple. Et le en-ligne, ce n'est pas tout. Il faut aussi être présent sur les panneaux publicitaires, etc., pour votre activité. Un dernier point, René-Louis. Quand on a dit qu'on appelait nos clients, on a fait la même chose avec nos équipes, parce que pour relancer une machine de 200 shops dans plusieurs pays, etc., vous appuyez pas sur un bouton, vous imaginez bien. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que chaque semaine, on a parlé à toutes nos équipes, donc du manager shop jusqu'aux équipes de siège, y compris en faisant des vidéos de toute l'équipe, réunis comme on se voit là en pavé avec chacun qui exprime. Et on a pu, chaque semaine, leur dire spontanément avec l'arrière, moi c'est l'escalier, c'est voilà, chacun comme on était là, leur dire exactement où on en était, quelle était la situation, qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait pas bien, où étaient nos craintes, où étaient nos plans d'action pour nous relancer. Ça, c'est aussi la clé qui nous a permis, à la semaine dernière, d'avoir recouvré les 3/4
de notre business chaque semaine. Sinon, on aurait perdu probablement 1 ou 2 mois à essayer de renouer avec nos équipes et à leur réexpliquer, etc. Donc, Ça, c'est aussi très bien. important. Alors, en ce qui concerne la satisfaction client, Valérie, présidente de la commission satisfaction client côté IREF, est-ce que tu peux nous dire un mot justement de cette notion de satisfaction client par rapport à la relance du business et qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a vu effectivement 2 démarches différentes, hein, qui apportent des choses différentes côté des 2 entreprises présentes ici. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce sujet? Un ou deux, mais non, je vais faire rapide, bien sûr. Non, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, quel que soit le profil qui était décrit, on a eu 2 exemples différents. Garder le contact avec son client est plus que jamais essentiel, notamment quand on a fait preuve d'adaptation et d'agilité, comme on l'a entendu dans les témoignages. Nous, on a relevé le point sur le fait qu'il y avait un besoin d'interaction avec justement la marque et le point de vente ou le lieu quand il était ouvert pour être rassuré. Hein, c'est une période très, très anxiogène. Donc, avoir un maximum d'informations. Je suis ouvert, je suis fermé, je fais de la vente à emporter, je vais charger dans le camion. Un dialogue, une rassurance qui est essentielle et garder le contact parce que effectivement, on avait besoin de ce lien. On l'a dit, hein, l'humain est renforcé au travers de tous ces outils. Donc, c'est vrai que c'était un accompagnement par rapport au fait d'interagir et de tenir au courant de toutes les évolutions et les adaptations qui étaient faites. Donc, on a vu une augmentation, effectivement, des interactions qu'il pouvait y avoir entre un client et une enseigne. Très bien, donc de l'humain, de la communication, de l'humain, de la relation directe. Alors, Philippe Sens, qui est président de la commission digitalisation de l'IREF, tu as toujours à la recherche d'idées sympas. Là. Qu'est-ce que tu nous as dégoté comme exemple d'action permettant la relance du business? Tu as un tout petit créneau de quelques minutes, 7 minutes. Go, c'est parti. On voudrait instaurer une petite capsule dans les prochaines rencontres où on va mettre en scène une enseigne et un partenaire technologique, puisqu'on est dans un monde qui se digitalise. Et donc, j'ai détecté une enseigne qui s'appelle Les Domaines qui montent, une jolie petite enseigne qui parle de convivialité, qui parle de jolis produits et qui a mis en œuvre un dispositif qui m'a semblé pertinent dans ce cadre de la relance d'activité. Donc, j'aurais laissé la parole à Hugues et à Vincent pour qu'ils nous expriment un peu ce qu'ils ont fait depuis X mois et ce qu'ils imaginent de faire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Donc, on a décidé de mettre en place chez Domaines qui montent depuis un certain nombre de mois quelque chose d'assez formidable avec Message in Windows. C'est-à-dire que souvent, on cherche des idées pour faire rentrer un petit peu de cash, hein, très clairement, on a tous besoin. Et parfois, il n'y a qu'à se pencher un petit peu, j'ai envie de dire, pour ramasser. Il y a des choses très basiques auxquelles tout le monde ne pense pas, mais une vitrine, bien entendu, vaut de l'argent, pas uniquement par les produits qu'on met dedans, mais également par la publicité, le support de publicité que ça peut représenter. Et c'est ce que Vincent Clabenavar, chez Message in Windows, a initié avec nous. Alors, avec Vincent, on se connaît depuis pas mal d'années. Je l'ai suivi dans plusieurs aventures et c'est celle-là que j'ai trouvée absolument passionnante. Il nous permet de mettre sur nos vitrines, alors à chaque fois, il nous pitch quelque part en nous disant « Est-ce que vous êtes intéressé d'avoir une campagne de tel produit, de telle interprofession ?» On dit oui ou non, mais généralement, on dit oui parce que c'est lié à des produits qu'on a ou alors une interprofession qui représente une catégorie qu'on a dans nos boutiques. Et ça représente des niveaux assez importants de revenus complémentaires. Donc, dans une partie, un petit moment un peu compliqué comme maintenant, au-delà de la diversification sur plein de canaux dont on a tous parlé, que ce soit les agrégateurs ou autres, d'une certaine façon, c'est un agrégateur, en l'occurrence, de revenus supplémentaires. Donc, Vincent pourra dire un peu les ordres de grandeur, mais c'est quand même non négligeable. Très bien. Vincent ? Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je suis la startup Message in Windows, effectivement, alors, que je dirige. Alors, c'est vrai que notre métier, nous, c'est de monétiser les vitrines des magasins, des commerces, quels qu'ils soient. Donc, effectivement, on pose une valeur sur chaque vitrine de chaque commerce et puis on va essayer de trouver des marques qui deviennent des annonceurs pour qu'elles les réservent, qu'elles soient ces marques, qu'elles soient fournisseurs ou non du magasin, de l'enseigne, du commerce. Voilà, donc on fonctionne sur quasiment tout type d'enseigne. Nous, on travaille depuis 5 ans sur tous les commerces indépendants historiquement. On a plus de 42 000 commerces qui sont publiés sur notre plateforme. Et il se trouve qu'on a ouvert Message in Windows aux enseignes il y a quelques mois.
on a signé avec quelques enseignes, dont GoSport ou Nisa, ou justement les domaines qui montent. Et effectivement, on peut rapporter, en commercialisant les vitrines des uns ou des autres, jusqu'à 15 000 € par an par vitrine. Donc ça peut être effectivement très significatif. C'est du revenu complémentaire, bien sûr. C'est quasiment de la marge nette ou de la marge nette pour le commerçant. Donc, très joli voilà. sujet, Vincent. Donc ça, c'est le sujet revenu. Comment est-ce que j'utilise mon magasin qui devienne un média? Il y a également une autre application qui peut être extrêmement intéressante pour les enseignes. Oui, alors merci Philippe. C'est assez, c'est assez simple. En fait, à partir du moment où on utilise les commerces et les vitrines pour communiquer sur un produit qui est vendu ou qui n'est pas vendu à l'intérieur de ce commerce-là, eh bien, effectivement, on peut utiliser les vitrines comme un média de proximité, de drive to store. C'est un média qui va permettre de communiquer ou d'informer les passants sur justement le magasin d'à côté, l'ouverture d'un magasin d'à côté, et driver du trafic vers ce magasin. Donc, je donne un exemple. Par exemple, on a nous eu la chance de pouvoir participer à l'ouverture du Leroy Merlin, du flagship Leroy Merlin de la place de la Madeleine. On a habillé 15 très grandes vitrines de plus de 4 mètres carrés dans un rayon de 200 mètres de ce flagship store de la Madeleine. Et effectivement, on a un modèle vertueux puisqu'on reverse de l'argent au commerce de proximité qui accueille la campagne et on génère effectivement par ailleurs du trafic dans le commerce de destination. Donc c'est effectivement plutôt intéressant. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux pour ce petit témoignage sympathique. Et donc, on reviendra lors de la prochaine e-rencontre avec une autre initiative entre une enseigne et une start-up. Merci, René. Merci Vincent, merci Hugues, merci Philippe. Alors, je m'adresse à un autre Philippe Princel. Donc Philippe, tu es expert sur tout ce qui est développement des réseaux au sein du cabinet Philippe Kahn. Conseil. Donc, on a vu dans les précédentes rencontres et dans celle-ci, là aujourd'hui, l'exemple de Sushi Shop, c'est que effectivement les têtes de réseau ont décidé de geler aujourd'hui leur développement. Alors toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce sujet par rapport à la relance du business? Philippe, mets ton micro. Voilà. Mets ton micro, Philippe. Ton micro. Voilà, on va t'entendre. Vas-y. C'est bon. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'on va vers un marché qui va se nettoyer. Et se nettoyer par le vide, par la fermeture de points de vente. On a entendu beaucoup le sujet aujourd'hui, et c'est légitime, comment capter, comment garder le client final. Moi, mon business, c'est comment capter le client affilié, le client adhérent, le client partenaire, le client franchisé. Parce que avec cette situation, il va y avoir des opportunités en termes de zone de chalandise. Et si on considère, j'ai bien entendu Christophe Jones qui dit ils vont faire une pause sur 40 points d'ouverture. Si on considère le rétroplanning dans les étapes précédant l'ouverture d'un point de vente, on comprend immédiatement que le recrutement il doit redémarrer aujourd'hui. Parce qu'on parle de 6 à 9 mois au minimum quand tout va bien entre la première rencontre du candidat et l'ouverture du point de vente. Et donc ça ne va pas se remettre en route du jour au lendemain. Par contre, les points de vente vont être, eux, libres dans quelques mois. Et pour finir, parce que je veux pas déborder, mais pour finir, dans la concurrence des réseaux d'aujourd'hui, où tout avance, où on prend des parts de marché, où on innove, où on crée une nouvelle gamme de produits, où on crée de nouveaux outils pour payer ou prendre des commandes, eh bien, dans ces conditions, accepter de faire du surplace, c'est déjà reculé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est très important de réactiver tout de suite la phase de recherche et recrutement des candidats parce que les opportunités, elles vont venir à l'appel. Très bien. Alors, Philippe nous plombe et nous donne du courage à la fois parce qu'il y a une réalité de toute façon, c'est que cette crise ne va pas être sans impact, on le sait. Il va y avoir des fermetures de points de vente, d'indépendants.
Certainement aussi, je ne sais pas si ceux qui sont concernés ou pas, mais je connais des réseaux concernés qui vont avoir des affiliés qui sont en difficulté. On ne sait pas ce que sera la suite. Et donc, ce que dit Philippe, il dit bah, ça peut être une opportunité. On sait que la zone d'achalandage, elle est primordiale. Un magasin qui est situé au bon endroit, il va faire plus de chiffres qu'un autre. Donc, il va y avoir des points qui vont se libérer. Qui peuvent détendre peut-être par le coup aussi le prix de ces fonds de commerce. À voir. Il dit c'est à la fois une opportunité. Donc, je pense qu'en tant que franchiseur, René Louis, si je peux me permettre, c'est intéressant, hein, mais si nous n'investissons pas, c'est parce que nous n'avons pas toute la visibilité. Mais je comprends parfaitement. Emmener un partenaire, parce qu'un franchisé, c'est un partenaire, l'emmener à investir en ces moments où on n'a pas la visibilité, c'est aussi dangereux. Donc, je pense qu'il faut savoir faire connaissance, il faut savoir aller plus loin. Mais le plus important pour nous, c'est de s'assurer que le modèle qu'on a et qu'on va franchiser gagne de l'argent demain. Parce que c'est ça finalement la discussion. C'est comme ça qu'on va devenir amis. Absolument, mais Christopher, ta responsabilité vis-à-vis de tes affiliés est tout à ton honneur. Et je sais que c'est ce que partage la très grande majorité des patrons de tête de réseau. Hein, d'accord ? L'idée, c'est voilà, comment j'aide mon réseau à vivre et là, peut-être là, même à survivre et pas engager des gens en difficulté. Bon, mais ce que dit Philippe aussi, il dit il y a peut-être. Il va y avoir des opportunités, on les prend pas, d'accord ? C'était sa démarche. Donc du coup, nous, notre prochaine rencontre, je l'annonce, le thème, ça sera comment, pourquoi et est-ce qu'il faut développer son réseau dans cette situation-là, d'accord ? Et opportunité, risque. Et le deuxième sujet associé à ça, c'est comment je vais gérer mon réseau qui est en difficulté. Alors, c'est peut-être le réseau entièrement, mais surtout mes affiliés qui sont en difficulté. Et concernant ce point-là, je tiens et je vais repasser la main à Michel Kahn, donc Michel, tu as lancé une initiative intéressante avec maître Gilles Mangui, donc, qui participe à cette rencontre-là, qui est avocat expert dans le domaine des réseaux, franchiseurs, coopératives, etc. Et tu l'as nommé, il sera président donc, de la commission CEPA, qui va être là pour écouter et aider les franchisés ou franchiseurs dans les difficultés qu'ils vont rencontrer. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? Et 2 mots, ça court, parce que ça sera l'objet de notre prochaine e-rencontre. Oui, alors on s'y attendait, mais là où j'ai vraiment réagi, lorsque j'ai entendu un homme politique à la télé, je me souviens plus lequel, ça n'a pas d'importance, qui répondait à un journaliste en disant mais il n'y a aucune défaillance d'entreprise à ce jour. Mais comment peut-on dire une chose pareille alors que notre système judiciaire est bloqué, les tribunaux sont fermés, bien évidemment, il ne se passe rien. On ne peut pas se déclarer. Là, pour le coup, il va y avoir une certaine hécatombe, surtout chez les commerçants indépendants isolés qui vont mourir dans leur isolement. Et nous n'avons jamais eu autant de demandes à l'IREF de commerçants isolés qui veulent in extremis encore rentrer dans des réseaux parce qu'ils ont compris que la tête de réseau était protecteur, la tête de réseau avait une organisation avec des compétences expertes fortes pour pouvoir accompagner cette réussite et accompagner dans la sécurité le développement. Donc là, c'est vraiment le rôle de la tête de réseau qui ne peut réussir, et je vais dans le prolongement de ce que disait Christopher, si une tête de réseau ne considère pas que sa réussite est adossée à la réussite exclusivement de ses franchisés ou de ses adhérents ou de ses partenaires, je crois que là, ils n'ont rien compris à ce que c'est ce commerce vertueux. Et là se rajoute, comme le disait aussi Jean-François, en associant le client qui a des exigences aussi, c'est un tout vertueux. Alors pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça? Au moment où je prenais la décision de créer quelque chose pour sauver les réseaux et des entreprises en difficulté du commerce en réseau, à ce moment-là, rappelez-vous, je l'avais annoncé au premier ou au deuxième e-rencontre, Laurent Dys nous avait mis à disposition sa plateforme d'écoute psychologique qui lui a été
mis en place par un groupe d'assurance. Et là, je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Il faut non seulement monter une cellule d'écoute psychologique, mais en plus apporter de la prévention et aussi de l'accompagnement. Oui, aux effectivement, la entreprises en difficulté. psychologie ne va pas suffire à sauver les réseaux et les affiliés. On est d'accord, il faut l'action. Donc, et sur ces entrefaits, maître Gilles Mainguy m'appelle en disant « Est-ce que l'IREF serait intéressé? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ?» Les idées sont souvent fusionnelles et c'est comme ça qu'on a décidé très vite de créer cette commission d'écoute, de prévention et d'accompagnement des entreprises en difficulté du commerce en réseau. Très bien, merci beaucoup, Michel. Je tiens à souligner effectivement le rôle de l'IREF. Le rôle de l'IREF, beaucoup d'entre vous ici présents sont adhérents. Alors, ces réunions, ces rencontres sont ouvertes à tout le monde. Donc, je peux que vous inciter à vous rapprocher pour adhérer à l'IREF, puisque l'IREF apporte d'autres services, notamment ce dont on parlait, et je refais référence à ce que disait Christopher tout à l'heure, donc une certification Veritas qui permet effectivement aux personnes qui veulent s'affilier à un réseau de dire « Ok, si j'ai une certification Veritas IREF, je sais que ma tête de réseau va bien s'occuper de moi ». Ça ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas la certification ne s'occupent pas bien de leur réseau, d'accord? Je tiens à mesurer, mais ça peut être un élément fort important. Et puis à côté de ça, il y a tout un tas de services, et puis il y a les fameux prix qui sont très visibles, délivrés par l'IREF tous les ans sur des thèmes différents. Très bien. Merci à tout le monde pour… Oui, alors est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Il y a Ludovic qui a levé la main. Ludovic, je vous laisse prendre la parole. Ouais. Non, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, mais effectivement, les réseaux, c'est super important, et les réseaux coopératifs, puisque nous, dans cette crise, la Covid, on a quand même eu 4 demandes d'adhésion au réseau Big Mat. Parce que justement, on a beaucoup accompagné, notamment en termes RH et finances. La RH a passé 400 heures au téléphone pendant le premier mois avec les adhérents pour leur expliquer tout ce qu'ils devaient faire, les aides auxquelles ils avaient droit, etc. etc. Et je pense qu'il y a des réseaux qui sont plus ou moins bien accompagnés, peut-être des réseaux qui sont surtout dans le milieu coopératif du bâtiment. Et là, on a vu débouler des adhérents qui venaient frapper à la porte en disant « On entend ce que vous faites pour vos adhérents et on veut venir chez vous ». Donc effectivement, je pense que le système de la coopérative, quand il est bien fait, ou des réseaux, et que la tête de réseau joue bien son rôle, ça sauve vraiment les différents acteurs. Tout à fait. Bravo Ludovic pour l'action de toute votre tête de pont, et merci pour ces témoignages. Merci à… Pardon, est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui souhaitaient prendre la parole, parler d'un témoignage, des questions auprès de nos invités? Pareil, alors sachez qu'on est toujours disponible a posteriori pour répondre à vos questions ou vous intégrer dans une prochaine e-rencontre. Merci à tous de votre participation, notamment à nos intervenants principaux, donc Jean-François Gomez, Microsoft, Christopher Jones, président Sushi Shop du groupe Amrest, Ludovic Bonnet, directeur marketing et communication de Big Mat, et merci à nos partenaires Microsoft et BNP en la présence BNP de François Schutz parmi les participants. Merci à tous et passez une très bonne soirée. Bonne soirée sushi. Soirée sushi, bien évidemment. De la rénovation. Avec quelques parfums. Avec des parpaings. Salut Ludovic, bonsoir à tous. Au revoir, à bientôt. Merci Michel. Salut Philippe. Merci Ludovic. Philippe, salut. Merci. Christopher. Au plaisir, à bientôt.